Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette 5e édition de Terre de Mer. Dans ce numéro, nous allons nous intéresser à l'eau douce qui se jette dans le bassin d'Arcachon. Il faut savoir en effet que chaque année, plus d'1 milliard de mètres cubes d'eau douce transitent par le bassin d'Arcachon avant de se jeter, bien sûr, dans l'océan Atlantique. Phénoménal ce chiffre. Il faut dire qu'au total, ce sont 32 cours d'eau qui convergent vers le bassin. 32 cours d'eau, du plus petit au plus gros. La Leyre, au sud-est, reste la source d'eau douce la plus abondante. Au sud, c'est le canal de Cazaux qui évacue son surplus d'eau vers le bassin. Et à l'est, des ruisseaux, des crastes apportent également une masse d'eau douce importante, mais très divisée. Et enfin, au nord, le courant de l'Ège, appelé aussi le canal des étangs. C'est à celui-ci que nous allons nous intéresser dans un premier temps. Et pour nous en parler, nous retrouvons Cédric Lavigne. Il est historien et avec lui, nous allons remonter le temps jusqu'au milieu du 19e siècle. Bonjour Cédric. Bonjour Laurent. Cédric, notre archéogéographe préféré que l'on consulte dès qu'on doit explorer le passé. Ça tombe bien, c'est toute la période de Napoléon III, et lui en particulier, qui s'est attaqué à toutes sortes de zones humides, marécageuses, qui étaient considérées comme un danger pour l'homme, une menace pour l'homme. Oui, effectivement, le paludisme faisait à l'époque des ravages. On appelait ça d'ailleurs la malaria, le mauvais air, parce qu'on pensait que c'était les exhalaisons des marais qui donnaient des fièvres, alors qu'on n'avait pas compris, on comprendra plus tard que c'est l'anophèle transmis par le moustique qui est l'origine du paludisme. Et donc c'est à la fois cette nécessité sanitaire et puis cet intérêt économique qui va vraiment motiver l'aménagement de ce canal. Alors est-ce que finalement ce cours d'eau au départ naturel, on l'a bien compris, a été modifié, voire contrarié par la main de l'homme ? Oui, on est en 1857, Napoléon III promulgue une loi sur l'assainissement des Landes et l'enraisinement de ces communaux. Et l'ingénieur Jules Chambrelan, qui est ingénieur général des ponts et chaussées, va mettre en œuvre, va concevoir un projet d'assainissement de ces terrains très marécageux pour justement permettre cette plantation de pins. Il va donc concevoir un projet en 2 temps, la création d'un premier canal qui va relier les étangs du Porge au sud de l'étang de Lacanau, et puis un second canal qui va relier le nord de l'étang de Lacanau et l'étang d'Ourtin, qui va être réalisé lui entre 1866 et 1871. On le voit sur ces cartes anciennes, l'état de ce cours d'eau au XVIIIe siècle, avec des chevelus très importants. C'est quoi les chevelus? Ce sont des cours d'eau, voilà, une multitude de petits cours d'eau qui coulent du nord vers le sud et qui vont s'écouler jusque dans le nord du bassin d'Arcachon. Donc la partie naturelle au départ est plus sur le sud. Elle est au XVIIIe siècle, elle est complète du sud de l'étang de Lacanau jusqu'au bassin d'Arcachon. Il ne faut pas se tromper de pente, parce que sinon on va remplir Lacanau. Effectivement, d'où la construction à la fin du XIXe siècle d'une écluse au sud de l'étang de Lacanau qui va permettre de contrôler les débits. D'accord, on voit effectivement que le cours est un peu modifié par rapport au tracé et au lit naturel et ancien. Absolument, il a été même retravaillé sur sa partie la plus aval. On le voit sur cette image lidar, on voit le cours actuel et puis un cours fossile, un paléocours qui apparaît de façon plus claire sur cette image, donc peut-être en lien avec la construction de la 4 voies. Ce canal des étangs relie les lacs médocains au bassin d'Arcachon pour le plus grand plaisir des poissons et surtout des civelles, vous savez, ces petites anguilles capables de vivre aussi bien en eau douce qu'en eau salée. Sophie Delavergne recense toute cette faune sauvage en pratiquant une pêche scientifique sur l'ensemble des cours d'eau de la région. Nous la retrouvons au bord du Cirès, sur la commune d'Arès. On pêche les gars ou... Ben c'est bon moi. Au niveau des poissons, ils vivent pendant 10 à 15 ans dans nos cours d'eau. Donc ils sont vraiment révélateurs de ce qui se passe sur un bassin versant.
Donc on peut, avec juste une pêche, connaître ce qui s'est passé sur les 5 ou 10 dernières années. Voilà, l'anguille, quand même, un poisson assez emblématique et assez incroyable, quoi, qui traverse, donc qui se reproduit dans la mer de Sargasse, au niveau des Antilles. Et après, les alevins, donc les civelles, viennent donc remonter dans nos cours d'eau. Et qui après grandissent pendant 10 à 15 ans dans nos cours d'eau, repartent, traversent l'Atlantique pour retourner dans la mer de Sargasse. Tous ces poissons ont besoin d'une libre circulation entre la mer, l'océan et les cours d'eau pour pouvoir aller sur des zones de grossissement. Ah oui, ah bah sympa ça. Ouais. Le flé, voilà, qui vit aussi dans le bassin d'Arcachon, dans l'océan, et qui vient aussi sur les petits cours d'eau pour s'alimenter. 161. Pas de pâteau. 38. Et tu regardes la pâteau hein, si t'en vois. Ouais, genre. C'est quoi les pâteaux fréquentes sur les épinages? C'est souvent des kystes. En termes de peuplement de poissons, on n'a que de l'anguille et du brochet. Et donc il y a toutes différentes espèces qui ne sont pas présentes, le goujon, le verron, qu'on devrait voir, hein, la loche. Et on soupçonne un problème de qualité de l'eau. Sans doute lié à l'activité agricole sur la partie amont. Et là, il y a des travaux qui sont en train d'être menés avec le CIBA et les agriculteurs. Ce qu'on remarque, c'est que sûrement il y a des choses qui se sont accumulées dans la nappe. Et comme les nappes ici sont superficielles, en période hivernale notamment, ça relargue pas mal les phytosanitaires qui ont pu s'accumuler pendant plusieurs années, quoi. Puis il y a des produits qui sont très résilients et qui restent très longtemps. On le voit bien, le lien, la communication entre les lacs médocains et le bassin d'Arcachon est indispensable, notamment pour les anguilles. Et pourtant, Franck Queneau, le directeur du syndicat des lacs médocains, le constate d'année en année, leur nombre diminue. Franck, que nous allons retrouver quelques centaines de mètres plus au nord, là-bas, plus en amont, sur l'écluse principale qu'on aperçoit, celle qui régule le débit du canal des étangs. Alors là, je pensais qu'on avait juste une écluse, mais on a une passe à poisson. Effectivement, il y a une double passe à poisson et en particulier en premier plan, une passe à anguilles qui permet aux anguilles qui remontent du bassin d'Arcachon de revenir sur les lacs médocains. On suit avec la fédération de pêche tous les ans les remontées de civelles en particulier sur cette zone. Et alors, quelle observation là en ce moment? Globalement, donc c'est des poissons qui migrent au printemps et en moyenne à peu près une centaine de kilos de civelles par an. C'est pas énorme par rapport à ce que ça a pu être il y a plusieurs décennies. Donc on surveille quand même. On surveille, on aimerait bien que ça augmente. On a 5 ouvrages sur le canal des étangs, entre les lacs du Médoc et puis le bassin d'Arcachon, qui nous permettent effectivement par étage de régler les niveaux d'eau sur les secteurs. Donc là, Franck, on est capable ici de gérer tout le débit, toute la sortie. C'est là que ça se fait. C'est là que ça se passe pour gérer les débits vers le bassin d'Arcachon. Voilà, on est au milieu de l'automne, l'été vient de passer, on a les premières pluies d'automne qui arrivent, donc là on va commencer à remettre du débit vers le bassin d'Arcachon. Donc voilà, on ouvre légèrement les vannes et on va le faire progressivement de jour en jour. On fait très attention par rapport à la commune, surtout de Lèche-Cap-Ferret, qui est l'exutoire. En fait, tous nos ouvrages sont adaptés pour que même si on ouvre au maximum, jamais ça ne déborde, même en grande marée, au niveau de Lèche-Cap-Ferret. Il n'y aura jamais de raz de marée dévastateur. Voilà, alors il faut faire attention quand même aux surcotes de la mer au niveau du bassin d'Arcachon. Mais en tout cas, nous, on est extrêmement vigilants là-dessus. Et quand on a plus d'eau, on les stocke en fait sur les lacs et les marais au-dessus. Alors justement, est-ce qu'on a une vision un petit peu de la stratégie à venir, dans un avenir, j'entends, proche, compte tenu de différents facteurs que vous évoquiez? La stratégie est un peu complexe avec le changement climatique parce qu'on ne sait pas exactement quelles espèces vont être encore là dans les décennies qui viennent, lesquelles vont arriver. Donc la stratégie, c'est plutôt d'avoir cette idée de mosaïque. On ne sait pas la bonne technique pour les 10, 20, 30 ans qui viennent. Donc on essaie d'avoir un petit peu tout, des landes rases, des zones de boisement qu'on laisse sans gestion. Voilà, il faut, à notre sens, avoir une vision assez large des possibilités pour s'adapter le mieux possible à ce qui va nous arriver. Donc là, Franck, on le voit bien, nette séparation, avec en amont effectivement le canal,
la main de l'homme, et puis là la main de l'homme qui le remet comme c'était avant, c'est ça? Si on remonte vraiment le temps, quasiment 2 siècles, Ouais. il n'y avait pas du tout de cours d'eau. C'était un marais à peu près de 500 mètres de large, où les eaux s'écoulaient de façon assez continue sur un marais plein de roseaux. C'est bien décrit par certains géographes anciens. Il n'y avait même pas d'écoulement l'été. En fait, comme c'était un marais, l'eau arrivait sur ce marais, l'eau était évaporée par la végétation. Donc à la sortie au bassin d'Arcachon, on n'avait presque pas d'eau en plein été. Et par contre, en hiver, ça donnait presque l'impression qu'on avait un lac depuis le bassin d'Arcachon jusqu'à Ourtin, parce que l'ensemble s'inondait globalement. Et sur les cartes anciennes, on voit un grand lac du Médoc. C'était certainement l'image qu'il y en avait en hiver pour les géographes. Donc là, il nous reste quand même quelques dizaines de kilomètres, non? À peine, Voilà, ouais, à si. peine 10 km pour rejoindre Ouais. le bassin d'Arcachon. Donc Et- le canal beaucoup plus profond et il ressemble beaucoup plus à un cours d'eau naturel. Alors justement, ces fameuses zones humides et ces inondations, c'est un peu le cheval de bataille de Tugdual. Ce technicien du CIBA vient à la rencontre des populations de ces zones concernées par les inondations pour discuter avec eux du problème. Et nous avons rendez-vous avec lui. Bonjour Tugdual, Bonjour. avec une des habitantes justement de cette zone, c'est ça? On a le cours d'eau du Vignot qui justement a été aménagé au cours Qui est des là, juste différentes au bout, là. décennies, qui est là juste au bout, qui passe Qu'on sur cette devine propriété. derrière les arbres. Et la source était ici en fait À l'origine, ouais, sur les cartes, la source était ici et depuis ces travaux qui ont été réalisés dans la forêt à partir du 19e, on a à peu près 10 km de canal qui alimente ce cours d'eau depuis la commune de Marcheprime, donc 2 communes plus loin finalement. Vous avez toujours entendu parler effectivement de ces inondations qui viennent de ce ruisseau là. Qui viennent de ce ruisseau. Alors l'eau, elle vient de là-bas, elle vient de la Elles forêt, viennent de c'est là-bas, ça? voilà. Ouais, c'est grâce à ce genre d'engin qu'on devrait arriver théoriquement à tordre le cou à ces problèmes d'inondation. Tugdual, c'est ça, hein, les engins en fait, Oui, exactement. Ouais. ils vont tout retracer, tous ces fossés Tout à qu'il y a fait, depuis ouais. longtemps. Ouais, là on est sur le grand canal d'alimentation qui fait à peu près 10 km de long, qui a été créé et qui vient alimenter le cours d'eau. Et c'est très ancien ce C'est la canal. Riveine. Alors oui, ça a été sur les vieilles cartes qu'on a retrouvées, ça a été créé au 19e siècle à peu près, 1860, 1880. Donc je suppose qu'il y en a plusieurs des canaux comme Ouais, ça il y en dans toute la forêt. Il y en a énormément, ouais. Et ils se retrouvent où? Alors en général, leurs exutoires, c'est les cours d'eau. Et voilà, donc le petit ruisseau comme Les on a problèmes vu. d'inondation que l'on retrouve à l'aval. La topographie des lieux est assez plane finalement. On est Ouais. sur des terrains plats, voilà. Donc plutôt que d'avoir des hauteurs d'eau très importantes sur une vallée, nous on va avoir 20, 30, 40 cm d'eau, mais par contre sur un nombre de propriétés très important, puisque là en l'occurrence, on a à peu près 40 propriétés bâties qui sont concernées, Ouais. avec des inondations tous les hivers ou un hiver sur deux quasiment, quoi, hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le cours des choses? Dans ce cas de figure, étant donné qu'on a un grand canal qui fait 10 km de long, avec de l'eau qui dévale et qui va trop vite, qui rejoint trop vite la zone urbaine, on a décidé de travailler en fait sur ce fossé qui finalement a une section trop importante. On va essayer de le renaturer. Ah, les Voilà, modes de terre qu'on voit sur les flancs en fait, du Voilà. fossé. Donc là, on réalise des banquettes, ce qu'on appelle des banquettes. C'est, D'accord. on va essayer de Des reproduire un écoulement plus naturel, plus diversifié dans ce fossé. Finalement, on essaye de retrouver un écoulement un peu plus diffus, un peu plus lent, pour ne pas avoir cette évacuation trop rapide vers la zone urbaine. C'est deux solutions assez simples, fondées sur la nature, comme on appelle ça aujourd'hui. C'est évident, il apparaît désormais indispensable de restaurer les zones humides afin de gérer les importantes, très importantes quantités d'eau douce qui affluent, qui descendent vers le bassin d'Arcachon. Le CIBA l'a bien compris en créant ici, au lieu-dit Cantran, c'est sur la commune de Gujan-Mestras, ce bassin de 18 hectares pour éviter les inondations. Explication avec Bruno Lafont. Bruno Lafont, merci de nous amener sur ce site de 18 hectares, je crois. C'est cela, Énorme trou de 18 hectares. oui. Pourquoi faire? C'est en fin de compte un bassin de régulation. C'est toutes les eaux qui peuvent arriver du massif forestier
avant qu'elles arrivent dans le bassin d'Arcachon et même dans les villes, que ce soit Gujan-Mestras ou le Teche, on calme l'arrivée de cette eau par ce bassin de rétention. C'est tout. On l'utilise qu'à cela. C'est un gros ouvrage qui a coûté plusieurs millions d'euros, mais c'est indispensable. D'abord parce qu'on n'envoie plus l'eau, je dirais, du massif forestier ou de la lande dans le bassin d'Arcachon comme on l'envoyait avant. Aujourd'hui, on s'aperçoit que lorsqu'il y a des orages puissants, ça se remplit vite à certains endroits. Que ce soit un gros orage, ça peut rendre service, que ce soit des pluies plus étalées sur le temps, c'est ce qu'il est capable d'absorber, parce qu'on peut avoir sur 2-3 mois des périodes de pluie qui vont nous mettre la lande complètement à pluie. Si on appelle Aquitaine à quoi l'eau, c'est parce qu'il y a de l'eau dans la lande. Et donc, pourquoi Napoléon III a mis des pins? C'était surtout pour pomper l'eau de la lande. Ça fait partie un peu de toute cette stratégie qui consiste à réhabiliter toutes les zones humides, en fait. En plus, ça permet aussi de montrer que l'homme est capable de réhabiliter des zones humides, que certains se sont, je dirais, épuisés presque à vouloir assainir à une époque plus lointaine. Aujourd'hui, on remarque bien qu'on ne traite pas l'eau comme on l'a traitée auparavant, que ce soit pour des forestiers ou pour des agriculteurs dans le secteur. Nous ici, c'est du sable, mais quand même. Donc on va devoir conserver l'eau, alors qu'à une époque, on se dépêchait à l'envoyer vite sur le bassin d'Arcachon ou sur d'autres rivières. La Laire, on dit d'elle que c'est le plus gros apport d'eau douce pour le bassin d'Arcachon et que sans elle, pas d'ostréiculture. Mais elle abrite également la réserve ornithologique du Teche. Installée sur le delta de cette rivière et classée dans le top 10, s'il vous plaît, des sites européens pour l'observation des oiseaux, la réserve ornithologique du Teche nous a ouvert ses portes pendant toute une année.
Voilà, c'est sur ces magnifiques images que nous nous quittons. J'espère que vous en savez désormais un peu plus sur l'eau douce du bassin d'Arcachon. Merci en tous les cas de nous avoir accompagnés tout au long de cette balade. Et à bientôt pour une nouvelle édition de Terre de Mer.